Bonsoir à toutes et tous. Gilles Rousseau, je suis le directeur adjoint de la programmation du Forum des images. On est très heureux d'organiser conjointement avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Centre Wallonie-Bruxelles, représenté ici par Louis Elio. C'est Ciné-Débat de la Sorbonne. C'est dans le cadre de cette saison, donc pour ceux d'entre vous, et je sais que vous êtes nombreux, suivez ce rendez-vous mensuel. L'année est consacrée au thème réalisé à deux, raison pour laquelle donc on fait venir des duos de cinéma. Ce soir, on a le très grand plaisir d'accueillir Delphine et Muriel Coulin, qui ont succédé, ou qui vont succéder plus exactement, à Dominique Abel et Fiona Gordon, qui nous avaient rejoints en novembre. En janvier, c'était Arnaud et Jean-Marie Larieux. Le mois précédent, on avait eu le plaisir d'accueillir sur scène Marie-Clémence Paèche et César Paèche depuis Rio. Et là, on vous a toutes les deux, ici même au Forum des images. Je vais laisser Louis prendre la parole en premier, présenter donc les étudiants qui vont animer ce soir cette rencontre. Merci à vous et bonne soirée, on vous écoute. Merci Gilles. C'est effectivement des étudiants du Master 2, Master Pro Cinéma de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en scénario, réalisation et production qui vont mener la conversation. Donc je les présente du plus loin pour moi jusqu'au plus proche. Charles Domalin, Jamal Ouazani et Caroline Allier qui commencent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, un immense merci à Delphine et Muriel pour votre présence ici ce soir. Alors, comme d'habitude, lors de ces ciné-rencontres, on va commencer par une présentation de vos parcours avant de vous poser des questions sur votre duo de réalisatrice, sur votre œuvre. Donc, on va faire la présentation et vous nous dites à la fin si tout est correct. D'accord ? Ok, c'est parti. Alors, première chose, vous êtes sœurs. Je pense que ça, pour l'instant, ça va. Vous grandissez en Bretagne, plus précisément à Lorient, une ville qui joue un rôle clé dans vos films. Alors Muriel, vous êtes l'aînée. Vous rêvez dès le lycée de faire du cinéma et vous intégrez l'école Louis Lumière. Vous rejoignez l'équipe de nombreux tournages, d'abord en tant qu'assistante caméra, puis en tant que directrice de la photographie. Vous travaillez donc pour des films comme ceux de Louis Malle, ceux de Coris Maki, Kieslowski, Finkel. Voilà. Delphine, votre parcours commence au sein d'Arte. Vous coproduisez des documentaires. Ensuite, vous devenez écrivaine et vous écrivez 6 romans qui sont de nombreuses fois primés. Parmi eux, Samba pour la France, qui est adapté au cinéma par Toledano et Nakache, avec notamment Omar Sy, Tara Haim et Charlotte Gainsbourg. Et en parallèle de vos parcours respectifs, vous commencez très tôt la collaboration artistique entre sœurs, puisque vous coproduisez 5 courts-métrages avant de vous attaquer au format du long. Ensuite, en 2011, donc, votre premier long-métrage 17 filles est lancé à la Semaine de la critique cannoise. Donc, ce long-métrage, inspiré d'un fait réel, parle donc du destin de 17 lycéennes qui décident de tomber enceintes en même temps pour échapper à leur quotidien. En 2016, votre deuxième long-métrage Voir du pays, qui est adapté d'un roman de Delphine, est aussi lancé à Cannes et remporte le prix du meilleur scénario dans la section Un certain regard. Ici, il s'agit de parler du destin de 2 femmes militaires qui reviennent d'Afghanistan et qui subissent les conséquences psychologiques de la guerre. Donc, on en parlera bien sûr beaucoup plus en détail tout à l'heure. Alors pour commencer ce ciné-débat, on voulait tout d'abord revenir à vos origines, donc parler de Lorient, forcément. Donc dans votre Lorient natal, comment est née cette envie de cinéma ? Est-ce qu'elle est née en même temps ou est-ce que c'est l'aînée qui a entraîné la petite sœur ? Et deuxième sous-question, est-ce que vous avez nourri cette passion en regardant les mêmes choses, adoptant les mêmes références, ou finalement, au contraire, vous avez développé des intérêts distincts qui finalement peuvent être éventuellement complémentaires dans votre œuvre aujourd'hui ? Ça commence bien, vous voyez, sur le plateau.
Travailler à deux. Chronologiquement, Muriel s'est engagée plus tôt dans le cinéma, comme on s'engage dans l'armée. En revanche, je pense qu'on a déjà un point commun objectif, c'est que notre grand-père était fou de cinéma, qui filmait. Il avait une petite caméra 9 mm 5, et puis il projetait des films, soit les siens, mais surtout des films de Chaplin en particulier, mais d'autres choses. Il avait mis un drap dans une des pièces de la maison et il projetait des films. Et je pense que ça, déjà, ça marque. Ça nous a marqué toutes les deux depuis toute petite. Et par ailleurs, on est dans une famille dont personne n'a fait un métier artistique proprement dit, mais en revanche, où tout le monde avait un goût et pour le cinéma et pour la littérature. Donc ça aussi, on est né dans un terreau assez fertile, on va dire. Et ensuite, voilà. Ensuite, moi, c'est au sortir du bac. Je savais que je voulais faire un truc artistique. J'allais quand même beaucoup au cinéma. Et du coup, j'ai décidé de tenter L'eau et lumière. Et je ne l'ai pas eu du premier coup. Et dès que je l'ai eu, là, j'ai compris que c'était ça que je voulais absolument faire. Enfin, c'était vraiment... Oui, même au lycée, tu disais ouais, déjà même au lycée. avant la terminale déjà. Et quand je suis rentrée à L'eau et lumière, c'était la découverte absolue. C'est-à-dire que toute la journée à discuter de cinéma avec des copains, aller voir des films non-stop, à demander les clés pour rester la nuit, pour faire des films. Voilà, c'était ça. Là, j'ai compris que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et même si on nous disait toute la journée qu'on n'arriverait jamais à en faire notre métier, en fait, ça s'est avéré complètement faux parce qu'en sortant de L'eau et lumière, j'ai travaillé tout de suite sur des tournages et tout de suite dans le bain. Et donc, du coup, c'est comme ça que... Et du coup, Delphine m'a rejointe dès que... je suis partie sur des films africains, sur des films partout, un peu partout. Et Delphine, comme elle était encore lycéenne, du coup, me rejoignait... vacances. Voilà, aux vacances, aider à porter les caisses. Voilà, elle se débrouillait toujours pour venir. Sur le film de Souleymane Cissé, par exemple. Ou, voilà. Louis Malle. De Louis Malle aussi, elle est venue. Voilà, et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé, en fait. Et donc, juste pour revenir sur l'aspect référence, vous avez regardé les mêmes choses enfant. Est-ce que ça, je pense pas. Pas forcément. Est-ce que non, vous parce avez qu'on a quand le même goût une grande différence. Il y a quand même cet écart, 6 ans. Et du coup, moi, je pense que j'étais beaucoup plus ciné-club, plus film classique, en fait, que Delphine. Delphine, je pense, m'a attiré beaucoup plus vers ce qui est art contemporain et tout ça, où elle avait une case à Arte sur l'art contemporain. Et moi, j'étais beaucoup plus classique, même cinéma muet. Voilà, et je pense que Louis Lumière aussi, on avait toute une option qui était vraiment du muet jusqu'aux années 40-50. Puis après, évidemment, mais on avait vraiment une case avec un prof spécifiquement. Et donc, j'ai une formation quand même très cinéphile, quoi. Cinéphile dans toutes ces périodes. Oui, et moi, j'étais cinéphile quand même parce que je me souviens que pendant mes études, par exemple, j'étais bénévole sur des festivals. Enfin, j'aimais bien. Mais c'est vrai qu'assez vite, moi, j'ai fait des études complètement généralistes. J'ai fait Hippocagne, Cagne, une maîtrise d'anglais et Sciences Po, donc le plus large possible, en fait. Et rien à voir avec le cinéma, a priori. Enfin, par contre, on peut prendre 1000 options à Sciences Po, dont le cinéma japonais, ce qui est pas mal. Et tout de suite, en sortant de Sciences Po, j'ai trouvé un stage à Arte, que j'ai trouvé sur le site internet, donc vraiment un pur hasard. Mais et là, en fait, très vite, mes goûts étaient, c'est vrai, tournés vers l'art contemporain, vers le cinéma expérimental, vers le spectacle vivant. Et donc, assez vite, au début, j'étais à l'unité fiction avec Pierre Chevalier, qui était un grand monsieur du cinéma, qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma français en étant au sein d'Arte. Il avait une très grande idée de la télévision. Et pour lui, c'était juste un canal pour amener l'art et la culture
à la population. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens à la télé qui pensent ça, en fait. Mais lui, il avait une haute ambition pour la télé et c'était super d'être stagiaire auprès de lui, puis lectrice de scénario. Et ensuite, je suis allée à l'unité documentaire où là, effectivement, j'ai eu plusieurs cases, dont une d'art contemporain. Donc c'est vrai que j'allais plutôt dans cette direction. Très Vous clair. savez tout. Tout sur votre parcours. Et donc, parce que le thème, c'est quand même duo de réalisatrices, très concrètement, comment vous répartissez le travail à la fois dans l'écriture, même si, voilà, je sais que vous êtes écrivaine, mais donc l'écriture scénaristique et la mise en scène. Comment vous faites? Est-ce que, justement, vous séparez le travail compte tenu de certains attraits, expertise? Est-ce que vous décidez au contraire de tout ensemble? Ou est-ce que vous adoptez, je ne sais pas, ça pourrait être une hiérarchie sur un projet, cette fois c'est toi qui commandes, sur l'autre c'est toi qui commanderas. Comment est-ce que ça fonctionne? Non, alors justement, c'est pas parce que j'écris par ailleurs des romans que j'écris nos scénarios, on les écrit vraiment à deux, on fait tout à deux en fait. Peut-être que c'est pas. Peut-être qu'on devrait changer de méthode des fois d'ailleurs. Mais pour l'instant, aucune des deux en fait n'a envie de laisser 100% d'une fonction à l'autre parce que l'écriture, c'est quand même le nerf de la guerre, parce que le casting, c'est génial, et puis c'est tellement important qu'on n'a pas envie de laisser à l'autre le choix total des acteurs, parce que la mise en scène avec les acteurs, c'est tellement super aussi qu'on n'a pas envie qu'il y en ait une qui soit, et en l'occurrence, ce serait sans doute plutôt Muriel, elle est quand même plus technicienne que moi à l'origine, donc on n'a pas vraiment envie qu'il y en ait une qui soit que auprès de la caméra et l'autre que avec les acteurs. Donc on fait un peu au feeling comme là quand on parle, c'est-à-dire celle qui a quelque chose à dire le dit et puis l'autre poursuit. Et comment vous mettez d'accord? On se met d'accord. C'est assez empirique en fait. Non, moi je peux avoir par exemple des choses effectivement plus techniques où je sais la mise en place de la caméra, etc. Peut-être blinder les choses un peu à l'avance et puis après Delphine arrive. Mais à l'inverse, moi il y a des choses que je m'interdis. Je me rappelle par exemple le premier plan de Voir du pays. Enfin, un des premiers plans, c'est un très très gros plan de l'iris de l'œil. Et on tournait dans une carlingue d'avion qui était une fausse carlingue. Qui était la carlingue, mais sans. Ouais, qui n'avait pas de roue, en fait. Bref, c'est un décor. Et vu le temps qui nous était imparti, j'ai dit à Delphine, on n'arrivera jamais, tu te rends pas compte, il faut des bonnettes, des objectifs spéciaux. Et puis en plus, plus on va avancer, on va perdre le point. J'ai ces notions-là. Donc je disais, le pointeur va perdre progressivement le point, puis le rattraper, etc. On va mettre 10 heures à faire ce plan. Et Delphine disait, non, on essaye. Et là, c'était très clairement, là, ça vaut le coup de ne pas savoir. Parce que moi, je me serais interdit en me disant, on va perdre du temps, c'est compliqué techniquement. Et Delphine a insisté. Et en fait, le plan ouvre le film et il est magnifique. Et on a bien eu raison. Et au final, ça a pris 2 heures, ce qui n'est pas non plus sur une journée de tournage. 2 heures pour un plan, c'est pas non plus la fin du monde. C'est tout à fait jouable. Ouais. Et donc, du coup, c'est là où mon expertise, finalement, ce n'est pas si productive. Et inversement, Delphine, dans l'écriture, peut s'interdire des trucs, alors que moi, comme je n'ai pas du tout ce qui est littéraire, etc., en tous les cas dans mon métier, ça ne m'empêche pas d'aimer la littérature, je peux faire des coups de force. Donc, on avance comme ça un peu... À vrai dire, on n'a pas de méthode. mais en définitive, c'est là où on est complémentaires. Quand vous demandez si on est complémentaires, c'est vrai que de ce point de vue-là, comme on a 2 formations totalement différentes, du coup, on a beau avoir des goûts en commun, parce que même si on n'a pas grandi exactement en même temps, on a quand même des goûts de cinéma qui se recoupent. Disons, dans 90% des cas. Il y a des exceptions, on n'est pas siamoises, mais globalement, on aime bien les mêmes choses. Donc ça, c'est quand même des références communes. Avec notre chef opérateur, on est aussi souvent en trio. C'est pareil, on va au cinéma avec lui ou on parle de cinéma avec lui. Et donc, on a comme ça un socle de films qu'on aime, de références qu'on aime, on sait ce qu'on aime visuellement. Mais après, oui, effectivement, Muriel
a une formation que je n'ai pas et inversement. Et si au montage, je sais pas, il y a un problème, vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est déjà arrivé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a battue. Non. Non, on essaye des trucs. Et puis, au montage, c'est facile parce qu'on peut laisser un peu et puis revenir dessus, etc. C'est plus facile que je dirais qu'au tournage, parce qu'au tournage, il faut décider vite. Si c'est pas tourné, c'est pas tourné. C'est moins fréquent, je pense, au tournage qu'on soit pas d'accord. On prépare beaucoup en amont déjà pour parler un peu d'une seule voix. C'est quand même important pour tout le monde. Au montage, on discute avec la monteuse aussi, quand même, c'est vraiment important. Sur Voir du Pays, on avait vraiment un dialogue très riche avec la monteuse qui s'appelle Laurence Briot, qui monte aussi les films de Desplechin, qui est une super monteuse. Et du coup, on essaye, on n'est pas fermé, je pense. On s'écoute l'une l'autre aussi. On essaye de. Sinon, c'est impossible de travailler à deux. Ok, merci beaucoup. Pour vos 2 longs métrages, 17 filles, Voir du Pays, vous avez travaillé avec le même producteur, donc Denis Fred de la société Archipel 35. Je précise que Denis Fred, en fait, dans le cadre du Club des 13, il avait dénoncé les difficultés croissantes de financement des films dits du milieu. Voilà, c'était pour le contexte concernant Denis Fred. Mais... Et moi, je précise que c'est le coproducteur français des Frères Dardenne. C'est le 3e frère des Dardenne. Et du coup, vous l'avez rencontré comment? Est-ce que c'est par le biais des documentaires? Il a produit beaucoup de documentaires avec Arte et pour Arte, que vous l'avez rencontré? Oui. En fait, quand j'étais donc à Arte, j'étais responsable de plusieurs cases documentaires, donc où j'achetais des films, mais j'en coproduisais aussi beaucoup. Et j'avais coproduit un film avec lui sur les Black Panthers, qui est un très beau film d'une 1h30 sur le mouvement. Et on avait bien travaillé ensemble. Et puis c'est quelqu'un qui est très proche de Thierry Garel, qui était mon directeur à l'époque, qui est un lion aussi, un peu comme Pierre Chevalier pour la fiction. Thierry Garel, ça a été quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le développement du documentaire de création en France et partout dans le monde d'ailleurs. Et du coup, il y avait un respect mutuel entre Denis et Thierry qui a fait qu'on s'est parlé. Et un jour, Denis a vu nos courts-métrages. C'est quand même toujours les courts-métrages la première pierre. Et il nous a reçus et il nous a dit, bon, pas dans l'immédiat, parce que j'ai plein de films en production en ce moment et donc ça ne peut pas être maintenant, mais à moyen terme, est-ce que vous avez des projets dont vous voudriez me parler? Et on avait cette idée de 17 filles. Enfin, on en avait plusieurs, on a toujours plein d'idées, mais Dieu sait pourquoi ce jour-là, j'ai senti le truc. J'ai dit à Muriel juste avant le rendez-vous, j'ai dit j'ai envie de lui parler de 17 filles. On lui en a parlé. Il a eu l'air très emballé. On a vu tout de suite. Et en fait, il nous a rappelé juste après en disant j'y ai repensé, je trouve que c'est vraiment une super idée. Si vous pouvez me faire 10 pages pour la semaine prochaine, on se revoit. Et donc, ce qui fut fait. Et justement, comment s'est passé, même comment se passe le processus de création avec lui? Est-ce que on peut parler d'un travail en trio ou pas du tout? Comment est le rapport avec Denis Fred il est très respectueux des auteurs. Oui, effectivement, il est très respectueux. C'est-à-dire qu'il nous laisse avancer. À la première version, il réagit. Il nous donne son retour. Et si vraiment il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on en discute. Mais il est vraiment dans la vision des réalisateurs. C'est-à-dire, pour avoir discuté avec d'autres copains réalisateurs, où les producteurs peuvent être beaucoup plus interventionnistes. Ce qui est vraiment super avec Denis Fred, c'est qu'il nous laisse dans notre vision, en fait. S'il n'est pas d'accord, il veut essayer de comprendre. Pourquoi, et nous, on peut du coup aussi changer notre fusil d'épaule. On n'a pas toujours raison. Enfin, souvent même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très respectueux.
Oui, Alors qu'il c'est une des discussion intellectuelle, c'est-à-dire il reçoit le scénario, il en parle, nous on écoute, on donne nos arguments et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour le montage entre Muriel et moi. Enfin, il y a pas, c'est pas quelqu'un qui va taper avec une règle sur vos doigts en disant cette scène-là tu la coupes parce que c'est trop cher. Il fera jamais ça. Si on lui démontre par A plus B que c'est une scène fondamentale pour notre film et qu'il en est convaincu, bah, il va se battre pour pouvoir la produire. C'est quelqu'un qui a une haute idée de Ce la qui aujourd'hui production. est quand même pas fréquent. Donné à tout le monde, ouais. Et d'ailleurs, autre sujet concernant la production, est-ce que vous avez eu le sentiment que le fait d'être à deux, ça représentait soit une force, soit éventuellement une faiblesse face aux représentants du monde du cinéma lorsqu'il s'agit de chercher des financements? Est-ce qu'en fait, le fait d'être à deux, ça peut faire peur dans le sens que ça peut être une source de complexité, ou au contraire, inspirer et donc faciliter l'accès au financement? Et donc la question aussi sous-jacente, c'est est-ce que ça a été difficile ou pas de financer vos films dans cette collaboration avec Denis Fred? Ah non, pour 17 Non, mais filles, c'était très grâce rapide. à Denis Ouais, Fred c'est aussi, Denis c'est Fred ça. aussi. Je pense pas que du coup le duo influe d'une manière ou d'une autre. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. À part qu'au début, maintenant ça fait plus les deux vieilles sœurs, mais au début, deux sœurs, il y avait un petit côté sympathique qui faisait que peut-être il y avait comme ça un petit outil marketing pour parler vulgairement, mais autrement, non, je pense pas que ça joue, à part sur nos salaires qui sont divisés par deux. Mais hormis ça, Ouais. je vois pas en quoi ça influe en fait. Et je pense pas que des financiers se précipitent ou au contraire partent en courant parce qu'on est deux. Non. Et donc, le financement, en tout cas la production pour vous avec Denis Fred, ces films-là ont Ça été s'est produits, très bien passés. Oui. Oui. Ça, c'est Alors c'est c'était deux cas de figure complètement différents, Ouais. parce que donc 17 filles c'était tout tourné en Bretagne. Du coup, il a eu. Bon, c'est quelqu'un qui a du poids hein, dans le métier, c'est quelqu'un qui est respecté par tout le monde, pas seulement nous. Et du coup, en quelques mois, il a monté le financement. Mais c'est pas non plus des budgets colossaux. Ouais, Non, et mais bon, on a eu oui, comme l'avance c'était sur votre- recette. C'était votre premier long métrage, mais Oui. vous avez bénéficié d'un cadeau de la part de Denis Fred de pouvoir tourner dans la continuité du scénario. Oui, c'est ça. On a Et demandé ça. c'est ce qu'il fait avec les Frères Dardenne. Mm. Enfin, c'est ce que les Frères Dardenne Ça, c'est une vraie imposent. chance. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il vous a permis ça. Oui. Et c'était important pour le scénario, pour les jeunes filles. Et, Pour tout le monde, et oui. pour tout le Parce monde. que comme C'est vrai c'est que des histoires de c'est un grossesse. luxe et qui est, que- Ça, c'est un- rarissime. Oui. C'est un luxe, mais qu'il faut demander aussi, j'ai envie de dire, au court-métrage, parce que quand vous avez la possibilité, à condition de ne pas avoir, par exemple, un décor une journée, et puis c'est tout, vous êtes obligé de faire toutes vos scènes là-dedans, mais autrement, c'est un luxe. Quoi qu'il arrive, vous voyez le film se dérouler sous vos yeux, vous pouvez avoir des idées. Une fois que c'est fait, et que vous enchaînez la première scène, la dernière scène, et puis qu'au milieu, vous allez tourner ça dans 15 jours, ça change toute la vision, sans compter que, petite anecdote, sur Coris Maki, où on tournait La vie de Bohème aussi dans la continuité, les acteurs qui étaient quand même des sacrés Jojo, il y en a un qui s'est fait casser la figure un soir de fête. Bon, bah, ça a l'avantage que le lendemain matin, Coris Maki a inventé une scène comme quoi il se fait casser la figure dans la rue et on a continué, il avait un pansement sur l'œil et ça fait partie du film. Et du coup, c'est un luxe parce que autrement, Mais même dans la ça aurait psychologie des été, personnages, ouais. pour les Oui, bien acteurs, sûr, bon, mais nous, on c'était avait un argument beau. de choix, c'est que, évidemment, aucune de nos 17 comédiennes, enfin, évidemment, aucune de nos 17 comédiennes n'avait été enceinte, et donc, leur dire un jour, tu es enceinte de 5 mois, et le lendemain, tu es enceinte de 2 semaines, et le surlendemain, tu es enceinte de 8 mois, où tu vas accoucher, c'était vraiment compliqué. Donc ça, tout le monde le comprenait dès qu'on le disait, et du coup, on avait vraiment un argument de choc. Et c'est beaucoup plus facile, mais même si vos comédiens ne sont pas censés être enceints, le fait de pouvoir leur parler au jour le jour du développement de leur personnage, c'est quand même beaucoup plus commode, y compris pour vous. Après, il y a des films où c'est pas possible. Les gros films en costume avec des gros budgets, évidemment, qui sont obligés de regrouper les décors, sinon ça coûte 2-3 fois plus. Donc les directeurs de production insistent, mais sur des
quand c'est possible, c'est vrai que Pour c'est un vrai regrouper les luxe. plannings des acteurs, par Ouais, exemple. ouais. Ouais. Alors, après, on avait des questions pour vous relatives plutôt à la question du regard que vous portez sur vos films et vos sujets. Moi, je voulais vous poser une question sur le female gaze, qui est un sujet très en vogue dans le cinéma, donc le regard féminin, qui est malheureusement encore rare au cinéma aujourd'hui, de voir la caméra traduire ce point de vue féminin. À l'inverse, on a des regards masculins comme ceux de Abdelatif Kechiche, par exemple, qui est très connu pour le male gaze. Euh, Là où Céline Sciamma ou Audrey Diwan vont avoir plutôt un regard féminin qui va donc pas objectiver le corps et même toute l'histoire du point de vue féminin. Et vous semblez aussi des pionnières de ce regard féminin-là parce que il y a un double regard déjà. Vous avez par définition un double regard. Et vos actrices aussi sont vos doubles quelque part parce que du coup là, elles portent ce regard-là sur le sujet. Donc on va voir un petit extrait de votre court-métrage Souffle, qui nous a intéressés de ce point de vue-là, et après je vous poserai une question. Là, on peut voir vraiment que c'est une caméra qui est à fleur de peau. On est vraiment au plus proche, le plus proche possible. C'est des très très gros plans. Alors, comment vous faites du coup pour, selon vous, pour filmer les corps féminins d'un point de vue qui ne les objective pas, qui ne va pas les érotiser plus que ça? Est-ce que c'est une question technique, est-ce une question de regard, de point de vue de réalisateur? C'est une question de point de vue dans la vie. Je pense que... Alors là, quand on parlait du socle, je pense que c'est clair, toutes les deux, on vient d'une famille où les femmes sont fortes depuis au moins 4 générations. Notre arrière-grand-mère était une des premières à mettre des pantalons en Bretagne. Enfin, et du coup, je pense qu'on est tombé dans le chaudron quand on était petite. Et du coup, jamais, si vous voulez, bien sûr que le Deuxième Sexe ou King Kong Theory nous ont marqués tout autant que les autres, mais c'est vrai qu'on partait déjà de familles où l'égalité va de soi, et donc où ces questions-là étaient très présentes tout le temps. Enfin, c'est des générations de féministes. Donc, du coup, je pense qu'à aucun moment on aurait été prédatrice vis-à-vis de nos comédiennes, par exemple. Et puis, ouais. Et là, en plus, là, c'est différent parce qu'il s'agit d'une petite fille sur une grand-mère. Et je dirais que c'est plus de l'ordre du vivant que de l'ordre du sexe, en fait. Oui, et du coup, c'est une question d'humanité. C'est-à-dire que là, par exemple, de la même manière que quand Ariane Labed ou Ginger Roman prend un bain dans Voir du pays, on n'est pas dans le male gaze. De la même manière, là, quand on filme Martine Audrin, qui avait, je ne sais plus, pas loin de 90 ans, 85, on n'avait pas envie de la mettre mal à l'aise. Enfin, il fallait vraiment qu'on l'entoure, qu'elle soit rassurée, qu'on ne soit pas non plus dans un regard prédateur. Donc, ce n'est pas tant male et female que humain et inhumain. Très bien. Un deuxième extrait à vous montrer qui est celui-ci de 17 filles qu'on va pouvoir lancer.
bien, on allonge bien la tête sur la frite, voilà. On se repose. On respire une temps. On s'abandonne vraiment sur l'eau. Détendez-vous. À 17 filles, évidemment, très recommandé. C'est un film magnifique, qui est très poignant, qui est poétique, mais qui est surtout engagé à bien des égards. La thématique du corps, donc pour faire le lien avec la question précédente, elle est omniprésente quand même, et c'est ce qu'on voit dans cet extrait, où, en général, même dans le film, le corps de Louise Greenberg, il est face au corps social. On a la thématique du corps des 17 filles, qui est comme un corps commun, puisque c'est tout le sujet du film aussi. Comme un seul et même corps, qui est réuni par un lien de sororité, voilà, très très forte. Il y a le corps en éveil sexuel, parce qu'il y a ça aussi, c'est des adolescentes. Et puis il y a aussi le corps comme juste une enveloppe de peau corporelle qui contient un autre corps, parce que c'est, encore une fois, le sujet du film. Donc le corps a l'air de revenir beaucoup. C'est pour ça que je parlais juste avant du regard que vous portiez sur ces corps-là. Et le film, il interroge le droit de disposer librement de son corps. Et voilà, donc l'intime est devenu politique dans votre film. C'est pour ça que je parle d'un film engagé. Du coup, la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous vouliez faire ce film par féminisme, pour parler grossièrement? Est-ce que vous avez vous partez d'intention de filmer un film de manière féministe, ou est-ce que vous avez une histoire que vous vouliez raconter, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, naturellement, de manière plus humaine, vous ne portiez pas de regard de jugement ou de regard male gaze là-dessus? Ah non, non, c'était très clair dès le départ qu'on voulait faire un film féministe. D'ailleurs, je me souviens que, y compris sur Voir du pays, donc c'est quand même pas vieux, on avait eu une interview où il y avait une autre réalisatrice qui était interrogée, qui sortait un film en même temps que nous, et on lui avait demandé si son film était féministe, et j'avais été super choquée parce qu'elle avait dit « Oh non, non, non !» comme si c'était un gros mot. Pour nous, ça n'a jamais été un gros mot. Si être féministe, c'est justement donner aux femmes le droit d'exister librement dans leur corps, alors bien sûr qu'on l'est. Et toute la question, si quand on fait des films, c'est essayer de traduire notre regard pour les autres, alors c'est quand même explorer quelle est notre particularité au monde. Et donc, en ce qui me concerne, c'est parler de qu'est-ce que c'est que d'être une femme au monde, ou d'une femme qui se sent homme d'ailleurs, ou d'une femme qui se sent garçon manqué, ou d'une femme qui est enceinte, peu importe. Mais c'est sûr que on parle quand même mieux de ce qu'on connaît et de ce qu'on a envie de défendre, surtout. Sur la naissance du projet, en revanche, c'était vraiment le fait divers qui nous a... Voilà. Ça a été quand même le déclencheur. Le déclencheur, c'est ça. Après, on a effectivement voulu avoir tel ou tel regard. Oui, mais ce fait divers, il nous a marqué parce que d'emblée, il y avait quelque chose, certes, de très étonnant. 17 filles, d'ailleurs, elles étaient plus nombreuses, elles étaient 18, je crois, en vrai, qui décident au sein du même lycée de tomber enceinte, et personne n'a jamais su pourquoi dans la réalité. Mais il y avait aussi... Pourquoi ça nous a intéressé, c'est pas seulement le côté choc, c'est aussi parce que c'était des jeunes filles, parce qu'elles tombaient toutes enceintes. C'était pas que le choc ou le mystère, c'était aussi parce que justement ça se concrétisait dans les corps, et que c'est vrai qu'on a une fascination. Souvent dans mes romans, il y a des pages sur le corps. Enfin, il y a quelque chose de... Premièrement, le corps, c'est ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien d'autre. Et là, en l'occurrence, les 17 filles, c'est ça. C'est qu'à un moment, elles se servent de leur corps comme arme parce qu'elles n'ont aucun autre moyen d'action sur le monde. Et aussi parce que c'est vers 16-17 ans ou un peu avant qu'on se rend compte que, justement, le corps peut être une arme. Et puis, c'est aussi... C'est l'utopie collective, surtout, qui nous plaisait. Enfin, c'est plein de choses que regroupait ce fait divers. C'était aussi l'utopie collective, c'était aussi l'individu. Pourquoi tout d'un coup cette gangrène de grossesse?
qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, elles s'agrègent là tout ensemble pour essayer de faire une mini-communauté et de croire en quelque chose de différent et de possible. Et en plus, c'était des jeunes filles, donc ça regroupait oui, tout ce qu'on avait envie d'explorer visuellement aussi. C'était pas que les thèmes, c'était tout d'un coup une promesse d'un univers à part. Et lorsque vous avez commencé à tourner le film, est-ce que vous gardiez en tête plutôt l'enjeu moral de dire il faut qu'on le filme de manière je sais pas, qui suit un principe féministe, ou est-ce que vous vouliez continuer l'histoire? Enfin, est-ce que c'est l'histoire qui prime plutôt que... Moi, je pense que si on est clair et honnête avec soi-même, alors le filmage, en tous les cas pour moi, le filmage est une extension de moi. Je ne pourrais pas filmer de manière différente de ce que je pense. Oui, c'est comme une extension substantielle à ce que... Ouais, pour avoir été à la caméra pendant de nombreuses années, à un moment, l'outil, c'est le prolongement de la main, c'est vraiment... ou de mon œil, mais j'aurais du mal à filmer un truc que de façon contraire à ce que je pense. Ou alors de le prendre justement de travers pour mieux le dénoncer, mais ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, sur le plateau, donc on a un chef opérateur qui fait la lumière et qui opère une caméra principale, qui décrit l'action, qui s'occupe des dialogues et tout ça. Donc on travaille sur cette caméra aussi. Mais on a une caméra qu'on opère nous uniquement et qu'on se passe l'une l'autre. Oui, parce que des fois, dans la vue principale, on peut très bien faire un pas de côté et se rendre compte que ça aussi, c'est intéressant. Et donc, du coup, ce qu'on ne verrait pas forcément si on était planté derrière le combo. Par moments, c'est pas mal d'avoir ou d'anticiper aussi un plan à venir. Et comme on est deux, comme on est deux, on peut se permettre ça. C'est-à-dire qu'il y en a une qui peut être dans l'axe et tout d'un coup, une qui va être de côté et dire « Ah, dis donc, t'as pas vu, là, de ce côté-là, je vois un truc super. » Ça, alors voilà une force d'être à deux, par exemple, parce que autrement, c'est difficile d'être là et ailleurs. D'accord, génial. Alors, on va avoir un troisième extrait qui est celui-ci long et qu'on a dû malheureusement couper un petit peu pour avoir vraiment la substance de cette scène qui est assez magistrale dans Voir du pays. On va lancer. Ah, tout le monde a passé une bonne soirée, vous êtes contents là? C'est où tu vas là au moins? Putain, mais ça va pas gueuler comme ça, t'es conne ou quoi là? Je vais voir. Putain de gonzesse là! Préfère n'importe quoi! File une clope s'il te plaît! Il y a du sang, mais la carrosserie a rien. Un coup de flotte et le Loir verra que dalle. Saloperie de bestiole. Il est où là? Tony! Bon, les pisseuses là, si vous avez besoin, c'est maintenant. C'était quoi ça? C'est la bête, elle est en train de crever. Non, c'est pas un animal ça.
Oh, tu restes ici, toi, tu bouges pas, là. Fais pas ça. On rentre demain. Arrête. Dégage! Tony, on se casse! Dégagez! Vas-y, démarre, putain! Roule, 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 roule! On laisse là ces salopes. Et tant pis s'il arrête l'avion. Vas-y, je te dis là! Alors peut-être quelques éléments de contexte pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film sans trop spoiler, je vous encourage à le voir. Donc ils font tous partie de l'armée française, ils sont revenus d'Afghanistan dans ce qu'ils ont appelé un sas de décompression à Chypre, pour pouvoir justement revenir les pieds sur terre et voilà. Donc sans trop vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé juste avant cette scène-là, c'est que un des personnages principaux, donc l'actrice qui va en gros coucher avec un local, un chypriote. Et après ça, il y a eu une dispute parce que voilà, ils n'ont pas aimé que cette femme de leur clan puisse coucher avec une personne qu'ils considéraient comme ennemie. Donc là, donc voilà pour la mise en contexte. On a coupé la scène du coup de ce qui s'est vraiment passé, qui était une scène de viol, donc pour voilà, essayer de comprendre plus la question des masculinités et des féminités, qui était ma question du jour. On voit que Alexis Mananti ici il joue parfaitement bien le masculiniste, misogyne, voilà, qui leur parle extrêmement mal. Vous avez Robin Bard, bon, qui était Tony, qui était la masculinité en colère, qui avait besoin d'un ennemi à achever. On ne le voit pas dans l'extrait, mais on a Karim Leclou qui est plutôt celui qui veut être viril mais qui n'y arrive pas trop, qui est un peu ridicule. Mais en tout cas, dans cet extrait-là, on voit beaucoup le côté belliqueux, le côté extrêmement, hyper virilité des hommes qui va exploser dans une immense violence. Une violence verbale d'abord, on insulte les femmes comme on insulte les bêtes, voilà. Et puis une violence qui s'accomplit donc dans le viol. Un viol qui va être, donc pour Fanny, qui est la première qui va être sortie de la voiture, une violence sexuelle, une violence physique, mais qui est aussi symbolique. Moi, ce que j'ai trouvé superbe aussi dans cette scène, c'est le fait que cette hypermasculinité qui explose est une masculinité qui se veut vengeresse, en fait. Il se venge de cette même femme qui les a trompés en couchant avec le chypriote. Et je trouve que symboliquement, c'est très fort, parce que ça veut dire que c'est comme si leur corps appartenait à ces hommes-là. Donc la question que je voulais vous poser, c'est comment vous arrivez à... Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre façon d'exposer les féminités et les masculinités dans vos films, puisque là, du coup, les masculinités, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé aussi, mais en tant que deux femmes réalisatrices avec vos regards féminins, comment vous travaillez les masculinités? Déjà, par contraste, c'est-à-dire que dans Voir du pays, donc les trois filles font partie de l'armée, et elles font partie de l'armée au prix de gommer leur féminité pendant tout le conflit. C'est des gens qui rentrent de la guerre. À la guerre, il n'y a pas la place pour ça. Sauf que pour le sas de décompression, on les met dans un hôtel 5 étoiles pendant 3 jours où ils sont censés oublier la guerre. Et ça commence par enlever l'uniforme. Donc ils arrivent, ils sont au milieu des touristes qui prennent des cocktails roses. Il y a 150 militaires en treillis qui arrivent. Et les 3 femmes enlèvent comme les autres, une fois qu'elles sont dans leur chambre, leur costume, leur uniforme. Et du coup, c'est déjà... déjà, on voit les corps, c'est déjà un pas en avant. Et tous les masques vont tomber les uns après les autres parce que le seul fait qu'elles soient comme ça fait que leurs supérieurs, au lieu de dire messieurs, comme ils disent toujours à un régiment, là, c'est messieurs et mesdemoiselles. Et puis tout comme ça. Alors,
nous, ce qui nous intéressait, c'est pas tant l'armée finalement que le fait que dans l'armée, ça se voit beaucoup plus, tout ressort beaucoup plus, mais finalement, c'est juste une façon de regarder à la loupe ce qui se passe dans la société tout entière. Et effectivement, comme vous le disiez, le masculin, là, ne supporte pas que le féminin se libère et continue à garder sa liberté tout en étant féminine. Et donc, c'est parce que Ariane Labed va faire preuve de liberté en sortant avec un jeune homme dans une fête que c'est la liberté qu'il fallait vraiment pas qu'elle affiche. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, s'il fallait résumer le film de manière un peu schématique, c'est que je pense qu'on a gagné beaucoup de liberté, sinon on ne sera pas là aujourd'hui. Mais si vous êtes seul à être libre et que face à vous, vous avez un homme qui ne pense pas que vous l'êtes, alors tout est à recommencer. Et le viol, c'est ça. Il y avait un viol qui était punitif, en fait. C'est pour leur apprendre à celle-ci, parce que la scène viol, c'est le d'avant... point de non-retour. Voilà. Face à vous, vous avez quelqu'un, vous avez beau vous sentir libre et vous dire je sors en mini-jupe parce que je les emmerde, mais si face à vous, vous avez un homme qui considère que vous n'en avez pas le droit et qui vous saute dessus, toute la pédagogie est à reprendre. Juste, la scène d'après est très belle aussi, parce qu'elles marchent toutes les trois, refonce, puisqu'ils les ont laissées sur le bord de la route, elles marchent toutes les trois. On voit vraiment qu'on les accompagne, là. On voit, moi j'avais l'impression de vous voir avec elles marcher, du coup j'imagine que c'était le but techniquement. Voilà, c'était de vous voir marcher avec elles comme si vous ne faisiez qu'une. Entre les actrices et la réalisatrice. C'est sentir aussi, là aussi on revient au corps, c'est-à-dire c'est sentir la blessure, l'usure, la lassitude. Du coup le plan, en plus c'était en montée, c'est très très lent travelling où on doit sentir les pas, le gravier, la lourdeur du corps, tout ça sans un mot. Et c'est le corps féminin là qui repart au combat, en fait. Et sans un mot, on aime bien aussi à un moment avoir le temps de digérer, de sentir aussi dans son propre corps en regardant le film ce que ça peut signifier de douleur. Voilà. Très beau. Merci pour ça. Maintenant, on va s'intéresser aux questions qui sont relatives à la porosité entre le documentaire et la fiction. On va découvrir un extrait de 17 filles dans lequel est mêlé faits divers et des plans documentaires, notamment sur les véritables chambres de deux de ces jeunes filles. Donc on va regarder cet extrait. Tu prends ça et tu retournes en cours. Tu vas pas pouvoir venir ici à chaque fois que t'as tes règles. Tu as depuis quand? La 5e. Et ça va durer jusqu'à ce que t'aies au moins 50 ans. Tu vas avoir tes règles 400 fois dans ta vie, à moins d'avoir 10 gamins. Madame, est-ce que c'est vrai que Camille Fourier, elle est enceinte? Tu sais, à 16 ans, tu fais pas pour être enceinte. Enfin, arrête de me trouver des excuses. J'ai pas d'excuses. Tu te rends compte quoi? Tu sais même pas qui c'est. Il est ridicule à son âge. Tu parles le truc trop long là. Non mais attends, j'ai appris tout à l'heure. Camille, je peux te parler? Pourquoi? J'arrive pas. Attention. Je pense à la Florence. Ouais, mais. Putain, la Florence, elle est enceinte. Non. Elle va être 2.
Lorsque vous avez découvert le fait divers à l'origine de 17 filles, Muriel, vous vous êtes documenté sur tout ce qui gravitait autour du sujet. Quant à vous, Delphine, vous n'avez travaillé que sur la fiction avant de faire une mise en commun toutes les deux. Est-ce que pour vous, c'est une manière de répartir le travail? Et comment l'actualité, la réalité se sont invités sur le tournage de cette fiction qui, au départ, est adaptée donc d'un fait divers? C'est-à-dire, on se répartit le travail. Muriel fait tout le travail C'est de un peu documentation. ça, Moi, c'est je un ne peu fais rien pendant ce temps-là. Non, ce qui est pas mal, c'est d'avoir accès à des informations et qu'elles réfléchissent à d'autres possibilités pendant que moi, je creuse ce qui est vraiment arrivé. Et du coup, ça se nourrit pas mal, en fait. Parce que si on sait tout du fait divers, on a tendance à y aller et à vraiment être très exhaustif. Alors que si elle a d'autres idées de... Et puis à calquer, alors qu'en fait, on ne voulait pas être dans quelque chose de réaliste. On aurait pu faire un film très social, caméra à l'épaule, et on ne voulait pas ça, on voulait faire plutôt quelque chose qui tourne autour du mystère de ce qu'est une fille de 17 ans. Oui, et on voulait garder aussi un côté conte, comme un conte de fées, c'est peut-être pas des fées, mais un conte en tout cas. Et du coup, décaler un tout petit peu le regard de manière à ne pas être dans un cinéma très très réaliste, comme dit Delphine, caméra à l'épaule par moment. D'où les plans justement très longs dans les chambres qui sont à la fois réalistes, mais en même temps leur longueur donne quelque chose à deviner de la fiction. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce que pense le personnage à ce moment-là, et qui est d'autant plus mystérieux que, et en plus ça va avec le thème du film, puisque au final on ne saura jamais ce que ces filles ont vraiment qu'est-ce qu'elle a été l'étincelle. Il est arrivé que 18 filles sont tombées enceintes en même temps, mais qu'est-ce qui a fait que chacune dans sa tête a dit moi aussi je le fais? On donne des pistes, mais à aucun moment on dit alors elle c'est ça, elle c'est pour ça, lui elle c'est parce que sa mère s'occupait pas d'elle, ou je ne sais pas, qui aurait été très réducteur en fait. Et c'est pas parce que c'est documentaire que c'est moins mystérieux. C'est-à-dire que les plans dans les chambres, on en a eu l'idée parce que quand on a commencé, donc on a fait un casting de 9 mois, ça s'invente pas. On a vu 600 filles et puis une fois qu'on les a choisies, on est allé les voir, y compris chez elles et tout ça. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte d'une chambre d'adolescente, c'était un univers entier qui se donnait à nous. Il y avait, je me souviens, une fille qui avait Harry Potter et Candide de Voltaire côte à côte sur son lit, et puis à la tête de son lit un énorme nounours, et puis encore à côté le portrait d'un jeune homme très musclé, le torse d'un jeune homme très musclé, tout ça mélangé, et c'était pas une chef d'écho, ou alors vraiment on l'a pas encore rencontrée, aurait pu avoir toutes ces idées d'un coup. Et petit à petit, on s'est dit, il faut qu'on voit ça, parce que ça dit tellement de choses sur l'adolescence. Et donc, on a décidé de tourner une séquence. Donc là, on n'était que toutes les deux, sauf une ou deux fois où Jean-Louis est venu, je crois. Mais autrement, on n'était que toutes les deux avec les filles, et on les mettait en scène, vraiment. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elles font rien, mais en fait, il y avait vraiment... on leur demandait des choses très précises, de penser à des choses très précises pendant qu'on les filmait. C'était un paysage, leur visage aussi. Dans 17 filles, vous avez fait appel à des soldats pour parler de ce qui se passait donc, quand on était soldat au front. Est-ce que c'est ça qui a été donc votre première rencontre et qui a initié un travail de réflexion qui par la suite vous a donné envie de travailler sur Voir du pays? Pas vraiment, parce qu'on a grandi à Lorient et il y a toujours eu des militaires, pas du tout dans notre famille, mais on en a toujours vu. Moi, j'étais d'un groupe de 5 filles très amies, et il y en avait 2 qui étaient filles de militaires. Je pense que on s'en rendait pas compte à l'époque, mais aujourd'hui, je vois bien que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a une proportion de militaires à Lorient. Il y a 5 ports, donc donc on les voyait. Il se trouve que c'est sur 17 filles, en ayant le frère d'un des rôles qui revient du front en Afghanistan, qu'on a su qu'il y avait ce sas de décompression.
Et ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, c'est quand même un décor en soi, un endroit où on peut montrer le choc des cultures entre la paix et la guerre, et puis l'insouciance qui commençait alors aujourd'hui, on est en plein dedans, mais déjà à l'époque, tout le livre, Voir du pays, est sur la fin de l'insouciance en Europe. Et du coup, ce sas de décompression avec les touristes qui, d'un côté, s'éclatent, font de l'aquagym et boivent des cocktails et dansent toute la nuit. Et puis les militaires qui arrivent de l'Afghanistan, il y avait quelque chose dans le choc des cultures qui était intéressant. C'était une manière aussi de montrer au masculin comment le corps entre en jeu pour changer la vie. C'est-à-dire que ces filles-là mettent leur corps... si vous voulez changer du jour au lendemain... tomber enceinte, c'est sûr que votre vie changera fondamentalement. Enfin, c'est ce que m'a dit ma sœur. Pour les garçons, s'engager dans l'armée, c'est aussi une manière de mettre son corps en jeu et de changer radicalement son point de vue sur le monde, en tous les cas pour ceux qui partaient en Afghanistan. Et ça nous avait frappé. À Lorient en particulier. À Lorient en particulier, où on connaît beaucoup de jeunes gars qui, pour autant de raisons que les filles tombent enceintes, s'engagent dans l'armée et peuvent avoir vraiment... Enfin, ça peut être terrible quand... nous, on en connaît qui sont partis justement en Afghanistan, dans des combats. Dans Voir du pays, il y a un des acteurs qui est un vrai militaire qui a subi un traumatisme terrible en Afghanistan. Enfin, on voit à quel point ça peut détruire. Oui, et puis pour échapper à ce quotidien étriqué qu'on montre dans 17 filles, c'est vrai qu'il n'y a pas 36 solutions. Et pour les hommes à Lorient et quelques femmes maintenant, c'est voir du pays et partir à l'armée. Et puis pour ces filles, c'était tomber enceinte. Donc c'est vrai qu'il y avait un... Ça rejoint ce que vous disiez sur le corps est une arme. Exactement. Donc là, on vient encore de parler de corps humain. Maintenant, on va parler de corps armé et notamment d'institutions. Donc d'une certaine manière, Voir du pays, c'est filmer une institution. C'est filmer au moins une partie de l'armée française, à manière de grands documentaristes comme Wiseman, qui s'est beaucoup occupé des institutions. Est-ce que vous êtes allé sur place pour vous imprégner des lieux dans le but de donner une vision claire et précise de ce qu'est l'armée française, ou du moins une partie de ce que c'est? Oui, on a passé une semaine avec Ariane, notre comédienne principale, dans une caserne à Clermont-Ferrand, réveillée au son du clairon. Parce que justement, à un moment, il faut savoir de quoi on parle vraiment précisément, et que on peut toujours se documenter, on peut connaître des gens, on peut se renseigner, on peut interviewer des gens, mais à un moment, quand j'écris un roman, c'est plus facile à la limite, parce que ce que je ne connais pas est ellipsé, et je ne l'écris pas, et donc du coup, je m'en sors, c'est pas délibéré, mais je veux dire... alors qu'à l'image, il y a des choses qui sont dans le cadre qu'il faut maîtriser. Par exemple, je ne sais pas moi, les uniformes, ne serait-ce que ça, les uniformes, les armes et tout ça, il fallait bien qu'on les connaisse, parce que sinon, on pouvait faire des fautes de crédibilité. En fait. Pour parler aux comédiens aussi. Ouais. C'est très important de connaître le poids d'une arme, de savoir comment le porter, de pas... d'observer et de participer à une cadence, des choses comme ça. Et du coup... Puis c'est un monde à part, avec un langage à part, avec des mœurs à part, avec des attitudes. Par exemple, quand on a fait le casting, on voulait mélanger les comédiens professionnels et quelques militaires. Donc on a organisé un casting double. Et quand les gens rentraient dans la salle de casting, immédiatement, on pouvait dire... si c'était des comédiens ou des militaires, parce que rien que dans l'attitude corporelle, c'était pas du tout la même chose. Donc ça, il fallait que nous, on l'intègre tellement que sur le tournage, quand on avait 100 figurants, le premier, d'ailleurs, Muriel les repérait tout de suite. Je me souviens d'un figurant grec qui a passé un sale quart d'heure. Mais il fallait qu'au moindre écart de posture d'un figurant, on le note immédiatement, parce que sinon... à l'image, ça se voit après. Et du coup, si on perd en crédibilité, c'est quand même une partie de l'édifice qui s'effondre. Donc, j'allais revenir justement sur le duo de réalisatrices et la relation avec les acteurs-actrices. Là, vous disiez tout à l'heure, vous travaillez sur tous les sujets, mais donc
déjà, comment est-ce qu'en général vous avez envie de travailler avec vos acteurs-actrices? Est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions, par exemple? Dans les cas de vos 2 projets, comme il y a beaucoup de travail de documentation, un gros travail d'immersion qui a été fait. Mais voilà, est-ce que c'est votre manière aussi de travailler en général, ou est-ce que c'était là, ça s'y prêtait parce que les projets invitaient à le faire? On aimerait bien le faire encore plus. Ouais. En fait, dans les 2 cas, on a fait 2 semaines de répétition. Oui, mais avec morcelé. l'ensemble, mais ouais. Je pense que c'est vrai qu'un des regrets qu'on a peut-être sur nos 2 précédents films, c'est les répétitions. Je pense que vu que le temps est tellement compté et tellement cher en tournage, c'est que tout ce qu'on peut prévoir, en gardant bien sûr une part d'imprévu, enfin de vérité qui peut surgir tout d'un coup. Il ne faut pas tout non plus glinguer parce que sinon ça donne des choses qui sont trop artificielles. Mais en revanche, tout ce qu'on peut répéter, peut-être sur un texte un tout petit peu différent ou peut-être sur une situation légèrement différente, mais en tous les cas, d'arriver à ce que les acteurs aient une forme qu'ils soient à l'aise dans la scène. Si on peut le faire en avant, ça, on gagne énormément de temps. Et du coup, après, on peut travailler plus en finesse sur des petites choses qu'on veut faire ressortir ici ou là. Mais en tous les cas, la base de la scène est là. La scène, elle marche. Et qu'elle marche entre les comédiens, ça, c'est fondamental. Et non pas que chacun arrive avec sa partition. Alors, il y en a, d'autres réalisateurs peuvent faire ça très bien, mais nous, on a remarqué que si on arrive à donner cette force à la scène avant, ou en tous les cas à tisser les liens de manière à ce que quand ils vont être au plateau, ça va marcher tout seul, et qu'après on va pouvoir affiner, ça c'est un grand gain de temps. Oui, parce que pour l'instant, dans les 2 cas, les 2 semaines de répétition, ça a été, comme à chaque fois c'est des films de groupe, en plus le 2e on n'avait vraiment pas prévu, on voulait vraiment que ce soit sur les 2 filles. Et puis, ça s'est fait comme ça. On avait envie de donner une place à chacun. On trouvait que tous les acteurs, d'ailleurs, tous, ils ont fait des sacrés chemins depuis, parce que de Alexis Manati à Karim Leclou, en passant par Damien Bonnard, et ils le méritent. C'est vraiment des super acteurs. Et donc, du coup, à chaque fois, on avait un groupe. Et ça devait être aussi bien les 17 filles. Il fallait que dès la première seconde, on se dise... Ah, c'est des filles, copines, à la vie, à la mort. Enfin, en tout cas, les 5 principales. Il fallait qu'elles soient amies comme on l'est à 16-17 ans. C'est-à-dire où dès le premier regard, on sait que ces 2 filles ne se lâchent pas et que les 5 sont comme les doigts de la main. Et pareil pour Voir du pays. Il fallait que dès la première scène, on se dise, ces gens, ils ont fait la guerre ensemble. Ils rentrent de 10 mois d'opération extérieure, comme ils disent, en Afghanistan. Et du coup, quand vous avez des acteurs qui ne se connaissent pas, et en plus, à chaque fois, un groupe assez hétérogène, parce que pour 17 filles, il y avait des Parisiennes un peu plus professionnelles, si on peut l'être à cet âge-là, et des Lorientaises qui n'avaient jamais vu une caméra. Et pour Voir du pays, il y avait des militaires et des comédiens professionnels. Dans les 2 cas, c'est 2 groupes qui se regardaient en chien de faïence au début, et on savait que si on était comme ça le premier jour de tournage, c'était foutu. Et donc, à chaque fois, les 2 semaines, ça a été créer une dynamique. En fait, c'est Lynch, je sais, qui dit faire un film, c'est créer un monde et après se balader à l'intérieur. Et c'est vrai que nous, toute proportion gardée, on a fonctionné comme ça les 2 fois. Parce qu'on n'aime pas trop les explications psychologiques où on s'enterre pendant des heures. Alors on peut le faire, parce que des fois c'est nécessaire, mais c'est mieux, je trouve, quand on crée un univers vraiment et qu'on crée des dynamiques, des relations entre les acteurs, qu'eux-mêmes apprivoisent les décors. Avec les filles, par exemple, les 17 filles, les 2 semaines de répète, on est allé se baigner avec elles, on leur a appris des chansons, on a fait... c'était un peu comme une colo, mais tout ça avait une finalité. Et du coup, quand on a filmé la première fois, franchement, elles se posaient... sans réfléchir, elles mettaient la tête de l'une sur l'épaule de l'autre, comme on le fait entre copines. Elles dormaient les 3/4 du temps. Elles avaient toutes des chambres, évidemment, pour les comédiennes. Elles dormaient les 3/4 du temps, les 5 dans une même chambre. Enfin, il y avait ça s'était créé. Et du coup, après, ça a créé justement une réalité documentaire dans laquelle nous, on va chercher des choses avec notre petite caméra qui nourrissent tout ça, quoi.
En parlant de ça très rapidement, parce que vous évoquez justement cette question du choix des acteurs et des actrices, vous avez parlé tout à l'heure des 600 candidates que vous avez dû voir défiler. Vous étiez toutes les deux au casting, du coup. Vous aviez un directeur ou une directrice de casting en plus. Comment on fait pour choisir ces 17 filles parmi 600 filles pour que justement s'établisse ce lien dont vous venez de parler? On a eu du mal pour la principale. Il y a d'abord le jeu, en fait. C'est-à-dire que sur les 600 qui se présentent, parce que c'était des petites annonces au McDonald's, dans des classes, etc. Donc beaucoup se présentent. Et en fait, il y a déjà une grosse partie qui n'arrive pas à jouer. Alors après, il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer aussi parce qu'ils ne se lâchent pas. Mais si on voit qu'il y a un potentiel, c'est bien de les amener aussi. À dire, bon, maintenant, oublie tout ce que tu as vu, détends-toi et reviens dans 10 minutes. Et voilà. Il y a des gens chez lesquels on voit un potentiel, mais ils vont rater leur casting. Donc ça arrive, il faut essayer ceux-là de les louper le moins possible. Je dirais qu'il y a déjà la moitié qui ne joue pas bien, enfin, ou qui tout simplement nous plaît pas aussi. Qui n'a pas le profil qu'on cherche. Spontanément, ouais. Ne serait-ce que parce que les rôles étaient très distincts les uns des autres. Et du coup, on avait, c'était pas sur les 600 filles, il nous en fallait 17, mais c'était 17 déjà assez définis, enfin très définis, physiquement, de caractère, de goût et tout ça. Donc assez vite, on castait, c'était pour des rôles précis, et du coup, ça tombe de soi-même en fait. Et après, c'est une alchimie. On a fait plein de groupes ensemble. Disons qu'il y avait 6 principales. Et on a fait des groupes de 6 et on les faisait revenir. Donc les 6 jouaient une scène, après d'autres 6. Après on disait, ouais, les 3 là vont bien ensemble, on va les mélanger avec 3 autres. Et on a fait comme ça, et ça a duré quand même au moins une grosse semaine à mélanger je dirais la vingtaine qui nous restait. Et puis après, il y a un truc de sympathie. Nous, on ne sait pas travailler avec des gens qui nous sont pas sympathiques, c'est vrai. Hein, mais quelqu'un qui a vraiment énormément de talent, et tout d'un coup qui serait vraiment très désagréable, eh ben on n'y arrive pas. D'ailleurs, pour la principale, justement, il y en a une des deux, il en a resté 2 et l'autre a été éliminée parce qu'elle... oui, on n'avait pas... C'est une question de désir, hein, de filmer. C'est la libido filmique. À un moment, vous ne pouvez pas mentir sur votre désir. Vos acteurs, enfin, tous ceux qu'on vient de voir là dans Voir du pays, on a vraiment un désir de les filmer. C'est pas forcément de la sympathie, je dirais, en fait. C'est plus de l'attirance, en fait. Moi, je suis hypnotisée par Ariane Labed dans le film, ou par Soko, où il y a un truc qui est... c'est ni de la sympathie ni de la beauté, c'est vraiment, et c'est un lien très particulier quand même, celui qu'il y a entre un réalisateur et un acteur. Pour moi, c'est aussi fort que l'amitié ou aussi fort que l'amour sur le tournage. Il y a vraiment un lien. Vous lui offrez un personnage que vous avez écrit, et lui vous offre son corps et sa sensibilité en retour. Donc c'est pas rien, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se crée. Et ils sont au cœur de nos enfin, de films de beaucoup de gens, mais de nos films, c'est fondamental. C'est vraiment le socle. Il faut qu'ils soient à l'aise, ou pas d'ailleurs, ça dépend de la scène, etc. Mais en tous les cas, tout tourne autour d'eux. On a vraiment un amour des acteurs, mais comme pratiquement, j'imagine, tous les réalisateurs, mais c'est... Et on les choisit en fonction des... Une fascination. Ouais. Et on les choisit pour qu'on puisse aussi aller chercher chez eux, dans la vraie vie, des choses qui nous intéressent pour le personnage. Donc, du coup... Parce que ça, c'est pas forcément le cas tout le temps. Mais nous, il y a vraiment... C'est vrai que ce goût pour le documentaire dont vous parliez tout à l'heure fait qu'on mélange toujours, nous, hein, les deux. Depuis notre premier court-métrage, d'ailleurs, notre premier court-métrage, on a improvisé on n'a pas improvisé, on a écrit un scénario de fiction qui se passait à l'intérieur d'une manifestation monstre. Et donc, on avait 2 acteurs, André Wilms et un petit garçon, au milieu d'une manif, quoi. Donc, c'était complètement documentaire et en même temps, tous les dialogues étaient écrits. Et voilà, pour cette dernière question, on va regarder un extrait de Voir du pays. Après, je vous pose cette question.
Moi, je vois pas l'intérêt de mettre le nez dedans. C'est pire, même. Bon, Bayern, t'étais peut-être pas obligé, non? Il m'a lancé sur mon bras et j'ai enchaîné. C'est bon. Ah, non, non. Le gars, c'est un psy. Hein. T'étais pas obligé de lui répondre. Bon, on verra quand ce sera ton tour. Faire des briefs, soi-disant, ça t'évite de faire des conneries en rentrant. C'est ici qu'elles vont arriver, les conneries, si tu continues à ramener la merde. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a là? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai, pas fait exprès. Pardon? Laisse tomber. Viens, fais pas si peut-être. Qu'est-ce qu'il fout? Il nage dans la mer pendant ses vacances? Bon, c'est vrai, on s'est battu pour lui et sa petite famille. Alors si on a envie de faire du bruit, on fait du bruit. Puis si on a envie de se taper le buffet, on le fait aussi. Je croyais que t'allais dire taper sa femme. Ouais, même sa femme, si je veux. Il aura pas à se forcer, hein. En attendant, dans 3 jours, on est à la maison et moi, j'ai pas envie de déconner. Justement, après, tu seras avec madame, ce sera fini la rigolade. Ça change quoi? T'es marié? Non. Mais c'est pareil. Non, 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 non. Justement, c'est pas pareil. Évidemment, t'es pas m'inquiète. Mais t'es là pour profiter, hein? Ouais, bah, bonjour à l'ambiance. Fais-le pour la France. Ouais. Au drapeau. Ouais. Au drapeau. Quand tu me vas? Alors les soldats, ils passent 3 jours à décompresser avant de revoir leur famille, qu'ils soient mariés ou non. Tout peut dégénérer à tout moment, comme on vient de le voir. On entend Soko, qui incarne Marine, qui est prête à se battre avec un touriste qui l'a juste bousculé. Il y a presque une dimension documentaire dans la façon dont vous filmez cette histoire, dans ces 3 jours de décompression et dans ce qui est raconté. Le quotidien de ces soldats au cours de ce sas. Et donc j'aimerais vous poser cette question qui est: est-ce que la part de documentaire et de réel dans le film vous a permis de toucher la vérité sur la guerre et ses effets psychologiques sur les soldats? Alors déjà, cette scène-là, moi, elle m'est arrivée en vrai. J'ai assisté exactement à ce dialogue dans un train, pas dans un restaurant, mais c'était exactement la même chose. Donc la part documentaire, si on veut, en tout cas, c'est un souvenir. Ce qui est toujours intéressant, d'ailleurs, vous verrez, quand vous servez de souvenirs pour vos films et qu'après vos souvenirs sont un peu altérés, c'est un drôle de truc. Et après, oui, on a touché du doigt une réalité documentaire parce que on a été avec des militaires plus longtemps qu'on l'avait jamais été avant. Ouais, en particulier, oui, celui qui a les yeux bleus, voilà. Il a fait la guerre en Afghanistan. Voilà. Il est traumatisé il a été traumatisé à la guerre et du coup, il a arrêté l'armée. Et donc, on en avait plusieurs. Lui, c'était justement, c'est là où c'est intéressant le documentaire et la fiction, c'est-à-dire que lui était vraiment très impliqué dans le film. On lui a dit attention parce qu'un film, le fait de reproduire des scènes peut à nouveau réveiller le traumatisme, etc. Donc on a beaucoup parlé avec lui en amont. Et lui, il était psy dans l'armée, voilà, et donc psy tout court. Il a décidé de participer au projet. Il est d'ailleurs, je pense, ses retours sont il était hyper content. Mais en revanche, donc lui a perdu son meilleur ami qui est explosé juste à côté de lui donc, sur une mine. Et donc, il est fortement traumatisé. Et donc, à chaque fois, il fallait, non seulement il apportait énormément de choses, mais en même temps, il fallait, nous, être assez vigilants pour ne pas qu'on aille trop loin non plus. C'est-à-dire ça reste quand même une fiction. Et tout ce qu'il apportait. Et là, je le vois par exemple dans les détails, rien que sur le dialogue, quand il dit, Karim Lecoulou dit à la France, et lui, il dit au drapeau. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas écrit, parce qu'on n'aurait pas eu l'idée, parce que c'est un truc très militaire, ça, au drapeau. Bon, voilà. Et lui, il le dit spontanément dans la scène. Évidemment, on le garde, parce que c'est totalement authentique. Et c'est là où d'avoir un vrai militaire, enfin maintenant reconverti en acteur, c'est intéressant parce que forcément il nourrit, une fois qu'il est bien et qu'il joue le jeu avec nous, et ben tout ça est nourri par sa propre expérience à condition de la canaliser justement pour pas qu'il en souffre. Oui, et puis même au-delà de ça, par exemple on a donc des scènes avec de la réalité virtuelle puisqu'on leur fait chausser des lunettes 3D pour qui décrivent ce qui les a marqués à la guerre. Et en temps réel, il y a des informaticiens qui créent des images, qui voient dans des lunettes 3D. Bref. Et donc, Sylvain devait jouer ça, comme d'autres, comme Karim Lecoulou, comme Ariane Labed. Et en fait, on s'est dit,
comme ce que je disais tout à l'heure, qu'il y avait quand même 2 sortes d'acteurs, les professionnels et les non professionnels militaires, on voulait vraiment que la frontière s'efface un peu. Et on s'est dit, pour le premier jour de tournage, on va envoyer Sylvain Laureau, donc cet ex-militaire devenu comédien, au feu. Et c'était un pari, c'était risqué de notre part. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a fait un vrai travail d'acteur, parce que c'est pas facile quand vous n'avez jamais joué devant une caméra. D'un coup, il avait un monologue, une scène super longue, super compliquée, avec en plus tout un système de lunettes 3D et tout. C'était vraiment un sacré boulot d'acteur. Donc les comédiens qui étaient face à lui, puisqu'il joue devant un public de militaires dans la scène, et donc ceux qui étaient face à lui voyaient quelqu'un se jeter à l'eau, apprendre à nager en se jetant à l'eau. Et en même temps, eux, après, on a donc tourné ensuite Karim Leclou et ensuite Ariane Labed. Quand Sylvain s'est retrouvé face à eux, et lui, il a vu ce que c'est la guerre, et c'est pas rien non plus d'avoir vraiment assisté à la guerre, et que Karim était face à lui ou Ariane était face à lui en train de jouer sa scène, il y avait un autre truc qui se jouait, c'est qu'ils avaient une sacrée responsabilité sur les épaules, parce que s'ils se regardaient un peu trop jouer, ou s'ils étaient un peu faux ou un peu trop le jeune comédien qui finalement n'ira jamais au front et est bien tranquille dans sa vie protégée, ça marchait pas non plus. Et donc à partir de là, les deux ont commencé à se regarder d'égal à égal, et chacun a compris qu'il pouvait vraiment apporter à l'autre. L'un avec son expérience d'acteur et l'autre avec son expérience de militaire. Et à partir de ce premier jour-là, c'était gagné. Justement, pour ces scènes de réalité virtuelle, qui sont donc en cinéma d'animation, comment est-ce que vous avez travaillé avec d'autres cinéastes d'animation pour ces scènes-là? On a travaillé avec un gros laboratoire de fabrication d'images virtuelles qui s'appelle BUF. C'est un des plus... Ils ont un bureau à Paris, un bureau à Los Angeles. C'est un des plus reconnus, connus et réputés, voilà. Et c'était compliqué parce qu'il fallait qu'on ait vraiment la typologie des lieux. Donc on a pris une vraie vallée, c'est une vraie vallée afghane pour pas se planter dans les déplacements. Et en même temps, c'est une scène au cœur du film, puisque c'est par cette scène où 3 personnes vont raconter la même embuscade de 3 manières différentes que la vérité du film va sortir. Donc du coup, il fallait vraiment que ce soit très très précis. Et en plus, on ne pouvait pas faire jouer les acteurs avec de la vraie réalité virtuelle. Donc on a fait comme un dessin animé qui était projeté, qui n'était pas projeté dans les lunettes des acteurs, qui devaient jouer. Imaginez ce qu'il y avait dans le casque. C'était ultra compliqué comme scène. Voix du pays, c'est un film de guerre sans la guerre. Du coup, est-ce qu'il y avait des références de films de guerre que vous aviez en commençant Voix du pays? Si, on leur a fait des documentaires. On leur a fait voir des documentaires. Ouais, puis moi j'ai une culture quand même des films de guerre, j'aime beaucoup. Enfin, les grands, quoi, les classiques, Apocalypse Now, Le Pont de la rivière Kwai, tout ça, c'est quand même des mondes en soi, quoi. C'est assez fabuleux. Mais là, on n'allait pas reproduire ça, c'était juste à essayer de donner quelque chose de... Oui, c'était plus dans la construction de leurs personnages qu'on leur a fait voir des films, des fictions, des films d'art contemporain. Haroun Farroki, par exemple, qui a fait justement des installations à partir de véritables images telles que celles que je décrivais, là, de 3D, qu'on projetait à des Il faut dire que ça existe en vrai. En fait. Oui, ça existe en vrai, on ne l'a pas inventé. C'est faire revoir des scènes pour essayer de se soigner, qui, nous, en plus, nous intéressaient comme une mise en abîme du cinéma. Et donc de reproduire le souvenir de manière à mettre à distance les images le plus possible, c'est d'écrire absolument ce que vous avez vécu pour en voir les images et à la fin le mettre tellement à distance que vous arrivez à vous soigner parce que vous l'avez tellement raconté, tellement vu que
moins, c'est ça vous devenu fait moins mal. plus Voilà. étranger à vous et ça ne s'impose pas à votre réalité. C'est ça, Donc c'est vrai que pour des cinéastes, ils se voient comme c'est s'ils avaient super leur intéressant. propre avatar. Voilà. Et l'armée pense qu'en 3 jours, ils vont pouvoir laisser ça à Chypre et que tout ira bien quand ils vont rentrer. Voilà. Les Israéliens font ça et les Américains. Les Américains aussi et les Canadiens aussi. Enfin, et du coup, Haroun Farroukhi avait utilisé ce même genre d'image dans des installations qu'on leur a montrées. Il y avait le documentaire de 90 minutes Of Men and War qui est sur des traumatisés de guerre qu'on leur a montré aussi. Les acteurs arrivent chargés de toutes ces choses qu'on leur a décrites ou qu'on leur a montrées. Ils avaient chacun leur DVD à regarder. Et du coup, quand ils arrivent au plateau, ils ont un peu la même culture du film qu'on a envie de voir. Mais pas, on leur montre pas justement des films de guerre, puisque le film n'est pas sur la guerre, mais sur le retour de la guerre. On leur a pas montré justement des films comme Apocalypse Now. Et pour 17 filles, est-ce qu'il y avait des références de films d'adolescentes ou de groupes de filles Oui, il y avait Virgin Suicide, il y avait... qu'est-ce qu'on leur a montré? Elles, on leur a montré pas mal de films parce qu'elles Picnic étaient... à Hanging Rock. Ouais. Virgin Suicide, ouais. Qu'est-ce qu'on avait? Picnic à Hanging Rock, vous voyez. Je me Ouais, rappelle plus. des groupes de filles comme ça. Et... J'ai une question bonus. Est-ce que vous avez un projet en cours de réalisation dont vous pouvez parler? Oui, parce qu'on est en train de finir un film. On peut en savoir un peu plus? Oui, c'est un film à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, justement, mais alors encore plus qu'avant. Sur Charlotte Salomon, la peintre. C'est une peintre qui était d'origine juive allemande et qui s'est réfugiée sur la Côte d'Azur pour échapper aux nazis. Et là, en fait, avec la pression grandissante, elle s'est aperçue qu'il y avait une sorte de malédiction qui pesait sur les femmes de sa famille. Et quand elle a découvert ça, elle s'est dit là, soit je deviens folle moi aussi et je mets fin à mes jours comme la plupart des femmes de ma famille, soit, en plus, le nazisme montait, elle savait qu'elle risquait d'être déportée, soit je me lance dans une expérience artistique extraordinaire. Et c'est ce qu'elle a fait. En 18 mois, elle a peint 1300 gouaches qu'elle a accompagnées de textes et de musique. Et donc, c'est comme un projet multimédia avant l'heure, audiovisuel, puisqu'il y a des musiques, des textes qui racontent sa vie et celle de sa famille, et tout ça en peinture, et des peintures qui sont très singulières parce qu'elle ajoute des calques avec des dialogues, comme dans un roman graphique en fait. Donc c'est comme un gros livret d'opéra ou un gros scénario. Et il y a déjà eu des portraits qui ont été faits en livre, en documentaire d'elle, mais jamais personne n'avait essayé de proposer une réalisation de son œuvre. Parce que ce qui est beau dans l'œuvre, c'est que, en fait, c'est comme un découpage de cinéma. Par moment, elle prend un personnage, elle fait un gros plan, des fois des plans à deux. Des fois, à l'intérieur même d'un dessin, on peut deviner un panoramique ou un travelling parce qu'elle fait un dessin, puis la deuxième fois dans une autre position, puis une troisième fois avec un dialogue. Et donc, du coup, c'est comme si elle nous avait donné un découpage de sa vie. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, mais en fait, on va le prendre et on va essayer de refaire exactement ce qu'elle nous suggère en cinéma. En plus, c'était une fan de cinéma, elle a vu... oui, il y a des références qui sont très claires. Murnau, Lubitsch, voilà. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait avec des comédiens. Et donc, tous les dialogues sont interprétés par des comédiens en off. Et on a eu, en plus, des comédiens merveilleux qui ont accepté. C'est Vicky Krieps qui joue Charlotte Salomon. C'est Mathieu Amalric qui joue son amant. C'est André Wilms qui joue son grand-père, Anna Chigula, sa grand-mère, et Catherine Ringer qui fait la cantatrice. Et du coup, sa vie... et c'est une œuvre qui est très, très moderne.
Et c'est pas un 20 mots, c'est vraiment, on dirait une fille d'aujourd'hui parce qu'elle est à la fois impertinente, rigolote alors que le contexte l'est pas du tout, lyrique, enfin c'est une personnalité hyper attachante. Merci. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a envie de poser une question ? Oui, non. C'est vrai qu'ils ont été bien complets. Non, mais justement, ça m'intrigue parce qu'encore une fois, il y a une démarche, donc, il y a du documentaire et de la fiction. Mais là, sur le traitement esthétique, là, il y a clairement une invitation avec la croisée des arts, qui est multiple. Est-ce que là, donc, vous allez vous éloigner d'un traitement qui était plus naturaliste, même si ce n'est pas exactement le cas, hein, bien sûr, hein, mais un peu plus naturaliste comme sur vos précédents films? Est-ce que vous allez avoir quelque chose, justement, mélangeant plus de formes, plus aller peut-être plus dans la fin. C'était stylisé quand même. Nos deux premiers exactement. films, ils sont quand même là justement. Il y a en même temps une liberté. On a vraiment essayé de filmer la peinture au plus près parce que c'est des petits formats, c'est grand comme ça. Et en même temps, quand vous les voyez dans des expos, d'abord elles sont en hauteur et ensuite parfois elle a 15 scènes dans une feuille grosse comme ça. Donc il faut filmer au plus près. Et en même temps être dans la taille d'un regard, enfin de pouvoir aller saisir des... Elle peint chaque visage avec des expressions différentes. C'est une miniaturiste, en tout cas au début, parce que son style évolue beaucoup au cours de l'année et demie où elle peint. Et à la fin, on dirait du Basquiat. D'abord, elle tombe dans la folie, et ensuite, elle n'a plus le temps, et elle sait qu'elle va partir, et elle est morte à Auschwitz à 25 ans, 26 ans. Et elle sait, enfin plus ça avance et plus elle sait qu'elle a des risques de finir, donc elle finit par des aplats et puis des lettres. Donc c'est vraiment comme du Basquiat, comme des tags en fait. Donc ça évolue beaucoup et nous, c'est à la fois, oui forcément, je comprends ce que vous voulez dire, c'est moins naturaliste au sens où on n'est pas dans des décors naturels, on n'est que dans la peinture et dans des films, des extraits de films. Mais c'est plus lâché en même temps, paradoxalement, parce que on a vraiment essayé de reproduire le mouvement d'un œil qui essaye de se promener dans cet univers-là. Et Voir du pays était l'adaptation d'un roman que vous aviez écrit. Est-ce qu'il y a eu d'autres envies de romans que vous pourriez adapter ou pas? Il y a eu Samba avec Toledano et Nakache, donc on a travaillé au scénario avec eux deux, on était tous les quatre, c'était super. Après, non, c'est compliqué quand même de passer 3 ans sur un roman et d'y replonger pour au moins 2 pour un film. C'est chouette, c'est à la fois une aventure créative et on fait pas du tout la même chose et en même temps c'est quand même les mêmes personnages, c'est quand même les mêmes thématiques et donc moi personnellement j'aimerais mieux soit qu'on adapte un livre de quelqu'un d'autre, ça pourrait arriver, pour l'instant c'est pas le cas mais ça pourrait, et inversement que d'autres s'emparent de mes livres comme Eric et Olivier, pourquoi pas, mais je pense pas qu'on peut jamais dire jamais, mais je crois pas qu'on va refaire ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.